Bonjour à tous. Bon, hier, j'ai regardé deux émissions sur LCI, vous vous doutez lesquelles. La première à midi, c'était une interview de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été excellent. Et finalement, on se rend compte que plus l'adversité est forte face à lui, meilleur il est. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Je voulais faire un parallèle entre son interview et l'interview de Macron, mais je pense que ça viendra plus tard parce qu'il faut que je réécoute Macron, ce qui vous en conviendrait n'est pas une chose extrêmement agréable. Autant j'ai plaisir à réécouter les interviews de Jean-Luc Mélenchon, autant celle de Macron, c'est ennuyeux et difficile. Donc après qu'il ait pas mal noyé le poisson sur sa façon de parler, qu'il avait insulté personne, etc., on passe. Je me suis attardée sur deux choses en fait, sur ce qu'il a dit par rapport au GMS. Qu'y avait-il derrière cette formule et cette situation? Parce qu'il faut toujours remettre les choses dans le contexte. Une entreprise, GMS, dans la Creuse, que je connais, dont le gouvernement s'est occupé, dont j'avais rencontré les représentants syndicaux plusieurs semaines avant, à Bellac, dans une sous-préfecture voisine. Ce que je disais, c'est que nous ferons tout, et nous en parlions avec le président de région, pour redonner une place dans la société à toutes celles et ceux qui n'ont pas retrouvé un emploi. Par la formation professionnelle, par des opportunités qui sont parfois voisines et qui supposeront de retrouver un logement, d'aider à reconstruire sa vie, parfois à 2 heures de route de là, avec des difficultés que je ne mésestime pas du tout. Mais ce changement, nous devons l'accompagner, nous y reviendrons, c'est le cœur de la politique économique que je veux conduire. Mais derrière, quand certaines ou certains bloquent tout, se mêlent à des activistes violents, font tout pour bloquer les choses. Pourquoi? Non pas pour retrouver un emploi ou pour proposer quelque chose d'autre, mais pour toucher ce qu'on appelle la supralégale, c'est-à-dire un peu plus d'argent du licenciement. Je ne l'accepte pas. Donc Macron accuse les GMS le jour où il a parlé de foutre le bordel, il les accuse de s'être mêlés à des activistes. Alors ce jour-là, moi j'y étais. Qui est-ce qu'il y avait ce jour-là? Des élus. Pas mal d'élus. Il y avait les syndicalistes, ce qui est tout à fait normal. Dans une manifestation organisée par les syndicats, il y avait des syndicalistes. Puis il y avait quelques personnes de la France Insoumise. Bon, c'est peut-être la France Insoumise qui étaient les activistes qui ont foutu le bordel. Enfin bon, passons là-dessus. Mais c'est pas très honnête de la part de M. Macron de dire ce genre de choses. Ensuite, par rapport au GMS, qu'est-ce qu'il dit ? Il parle de leur demande de supralégale. Une supralégale, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, mais peut-être pas tout le monde. Moi j'ai connu ça dans le passé, j'en ai eu une quand j'étais licencié d'un supermarché il y a pas mal d'années. C'est-à-dire que quand vous êtes licencié, et que en général quand une entreprise ferme ou licencie en masse, vous avez une prime de licenciement légale, qui est calculée en fonction de votre ancienneté dans l'entreprise. La supralégale, c'est quand on demande une somme supplémentaire, qui va être une sorte de forfait, le même pour tout le monde en général, qui permet aux salariés licenciés de pouvoir se retourner, de pouvoir voir venir pendant un certain temps. Alors moi, quand même, ce qui me déplaît fortement dans cette phrase d'Emmanuel Macron, c'est que quand c'est un patron qui démissionne, qui s'en va de lui-même, ou qui part des fois pour un autre travail où il sera encore bien rémunéré. Bon, ils ont des parachutes dorés, ils ont des sommes phénoménales, ça choque personne. Le Macron, ça n'a pas l'air de le choquer. Il est même prêt à ne pas prendre d'impôt dessus, je parie. Donc voilà, quand Madame Pénicaud gagne plus d'1 million d'euros parce qu'elle a fait virer 900 personnes, ça ne choque pas non plus. Bon, alors il faut quand même remettre un petit peu les choses à leur place. Et le deuxième sujet, moi, qui m'a paru tellement ahurissant de la façon dont on a parlé Macron, c'est au sujet du logement et des APL. Mais à chaque fois qu'on a augmenté l'APL, qu'est-ce qui s'est passé? On a augmenté d'autant les loyers. C'est ça ce qui s'est passé. Quelle est la philosophie sur le logement et surtout les mesures concrètes qui seront prises? Ce que j'ai demandé au gouvernement, c'est de porter une réforme ambitieuse qui n'a rien à voir avec l'ajustement de cet été. C'est ce sur quoi se sont engagés les ministres et le Premier ministre. Il aura à conduire cette concertation et je veux que l'ensemble des acteurs du monde du logement, les élus, s'y engagent à nos côtés, que nous ayons une vraie concorde nationale sur ce point.
on doit dans notre pays baisser le coût du logement. Or, depuis des décennies, on répond au coût du logement en augmentant les aides. Tant et si bien que l'État, aujourd'hui, c'est-à-dire c'est vous qui le financez, augmente les aides d'un côté, puis augmente le financement, par exemple, du logement social de l'autre. Ce que le gouvernement va faire, c'est qu'il va demander aux acteurs du logement social d'un peu baisser les loyers. Et puis, en proportion... Au nom de quoi? Mais au nom de quoi un organisme HLM baisse ses loyers de 60 Mais au nom du fait que nous le finançons, ce qui est croquignolesque dans le monde où nous vivons, c'est que vous financez le logement social, et nous avons besoin du logement social, et j'ai de l'ambition pour cette politique. Mais nous le finançons, il augmente les loyers pour que ça aille mieux, pouvoir réinvestir autre, et nous finançons de notre côté les locataires les plus modestes par les APL. Et donc on dépense des deux côtés. Donc ce sur quoi s'est engagé le gouvernement, c'est de dire on va un peu baisser les loyers. Pourquoi? Parce que dans le monde HLM, il y a des réserves. On le sait bien depuis des décennies. Il y a une cagnotte cachée dans le monde HLM. Il y a des acteurs du monde HLM qui ont en effet beaucoup d'argent. Eux disent l'inverse. Ils disent nous sommes à l'os. Si on a moins d'argent, je vais répondre sur ce point, mais je vais finir. Non, je vais répondre sur ce point. Il y en a qui ont beaucoup d'argent. Mais donc, on va leur demander de baisser, de faire un effort, en contrepartie de quoi le gouvernement a pris des engagements pour leurs finances. Et en face de ça, on va baisser d'autant les APL pour revenir, faire baisser la dépense publique dans l'ensemble. Mais pour que le reste à charge des plus jeunes, des plus modestes, lui, ne bouge pas. Et donc que leur pouvoir d'achat soit maintenu. Dans le monde HLM, il y a des organismes qui ont de l'argent et qui ne le dépensent plus, qui ont construit une forme de rente. Il faut les pousser justement à le dépenser ou à récupérer cet argent d'une bonne façon. C'est ce qu'on fera. De l'autre côté, il y a des organismes qui construisent ou qui ont des publics beaucoup plus en difficulté, dans les quartiers les plus modestes. Ceux-là, dans les engagements que le gouvernement prend et dans la politique que va mener le Premier ministre, nous les aiderons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les engagements que nous avons pris et qui seront conduits par le gouvernement, eh bien, certains organismes seront recapitalisés, certains organismes seront accompagnés, et puis on favorisera les regroupements. Il y a près de 800 organismes HLM en France. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de fonctionner? Vous ne pensez pas qu'il y en a trop? Avec à chaque fois des frais de fonctionnement, des dysfonctionnements, l'argent qui ne circule pas du bon endroit à l'autre. Et bien souvent, là où on a besoin de créer plus de logements sociaux, ce n'est pas là où on les réserve. On a compris votre vision. Ah, je comprends, tout s'éclaircit dans mon esprit. T'as bien de la chance. Ce qu'a dit Macron m'a paru vraiment ahurissant. Alors, à propos du logement, des APL, tout ça, moi je me pose quand même plusieurs questions, parce que j'ai vérifié quelques petites choses. Alors déjà, il y a 4,5 millions d'HLM qui proposent des locations. Macron lui-même, dans son interview, dit qu'il y a 8 millions de personnes qui touchent l'APL. Bon, on va considérer, même si ce n'est pas vrai, que toute personne vivant en HLM touche l'APL, ce qui n'est pas vrai, mais ça laisse au moins 3,5 millions de personnes qui touchent l'APL et qui ne sont pas en HLM. Donc cela, est-ce qu'il y a pensé? Je ne sais pas. S'il demande au HLM de baisser les loyers, admettons, mais ça m'étonnerait qu'ils le fassent, qu'ils acceptent de baisser les loyers, il ne peut quand même pas demander aux propriétaires indépendants, aux propriétaires civils, ou je ne sais pas comment dire, enfin ceux qui ne sont pas HLM, de baisser leur loyer. J'ai fait une simulation, donc j'ai dit que j'allais habiter Limoges, que je payerais 450 € de loyer, ce qui est très faible. J'ai pris volontairement un loyer très bas, personne seule et ne touchant que le RSA. J'ai donné vraiment les trucs de base. Donc ça m'a calculé que je pouvais toucher 269 € par mois d'APL. Donc si un jour ces 269 € par mois d'APL disparaissent, parce que c'est ce que j'ai compris, qu'à terme, le gouvernement voulait éliminer ces APL. Ou si ce n'est pas ça qu'il faut comprendre, c'est en tout cas très mal expliqué. Donc, il faudrait qu'un propriétaire baisse le loyer de 269 € par mois. C'est pas possible. Aucun propriétaire ne peut faire ça, même les HLM ne peuvent pas faire ça. Donc ce que raconte Macron, ça me paraît vraiment très peu réaliste. En tout cas, il y a énormément de choses qui ne sont pas prises en compte. Les propriétaires peuvent toucher l'APL. Vous pouvez acheter une maison et vous retrouver avec moins de salaire que vous aviez avant, et vous avez droit à l'APL. Il y a plein de cas où on a droit à l'APL et où on ne fonctionne pas avec les HLM, où on n'est pas étudiant. Enfin, il y a énormément de cas différents. Ce que Macron, apparemment, ne prend absolument pas en compte. Il fait un truc très schématisé.
nous schématise la chose. D'ailleurs, le journaliste, on voit la tête qu'il fait, il n'a pas l'air vraiment convaincu. Voilà, moi non plus, je ne suis pas convaincu. Ils ont appelé ça un entretien qui a été suivi par 9,5 millions de personnes, ce qui, bon, est conséquent, d'accord, mais ce n'est rien d'extraordinaire, beaucoup de gens n'ont pas voulu regarder. 9,5 millions de personnes, c'est moins qu'un grand match de foot, beaucoup moins qu'un grand match de foot. J'ai regardé aussi les chiffres sur LCI, sur le site internet LCI. En temps réel, on avait le nombre de mécontents et le nombre de satisfaits, le nombre de convaincus et le nombre de pas convaincus. Et on est arrivé à un moment à 73% de personnes qui n'étaient absolument pas convaincues de ce que leur disait leur président. Ce matin sur BFM TV, ils ont fait un autre sondage, mais qu'ils ont fait avec un décalage, c'est-à-dire que les gens avaient vu des extraits. Donc, en voyant des extraits qui sont toujours choisis, on ne se fait pas une idée de l'entretien au complet, et le chiffre avait un petit peu baissé, mais quand même resté à plus de 60%, 61, 62, je ne sais plus exactement, de gens qui n'étaient pas convaincus par Macron. Voilà, donc tout ça, bien que lui dise qu'il s'en moque, que ça ne l'intéresse pas de connaître l'avis des gens, je pense qu'il ferait bien quand même de tenir un petit peu compte. Je suis très indifférent à tous les commentaires, les critiques. Mais il y a une seule chose qui... Vraiment indifférent. Je suis indifférent. On ne fait pas, on n'occupe pas cette fonction. Et ce bureau, si on regarde chaque matin la perception de l'opinion publique et autres, ça m'importe peu. Je suis là pour avancer. Par contre, je ne veux pas que le moindre de nos concitoyens puisse un instant penser que je n'ai pas pour lui une pleine estime et un plein respect. J'aime et estime l'ensemble de mes concitoyens parce que je suis le président de toutes et tous. Je suis indifférent. On ne fait pas, on n'occupe pas cette fonction. Et ce bureau, si on regarde chaque matin la perception de l'opinion publique et autres, ça m'importe peu. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que les extraits Macron n'ont pas été trop longs et trop ennuyeux à regarder. J'ai essayé de les faire courts. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.